Le côté obscur de l'univers. Dark Vador, bonjour. Bonjour Obi-Wan. Hervé Doll, astrophysicien, professeur de physique à l'université Paris-Sud. Moi, je pense tout de suite à Dark Vador. Oui, le titre permet de penser ça, effectivement. Mais vous avez des thèses, voilà, quand on est complètement ignorant du domaine, c'est assez fascinant. La nuit n'est pas noire. La nuit n'est pas noire, je le confirme. Alors, elle est de quelle couleur alors la nuit ? Elle est dans une couleur que nos yeux ne voient pas. C'est pour ça qu'elle est noire à nos yeux, mais en fait, elle est brillante dans ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Oui. Et en fait, cette lumière qui baigne tout l'univers dans les ondes millimétriques, en gros, c'est les ondes plus froides que la lumière visible. C'est le résidu lumineux du Big Bang, tout simplement. Et donc, on a découvert ça dans les années 60, ça a été prédit dans les années 40. Et depuis, on s'attache à étudier ce rayonnement qui est le résidu du Big Bang. Et nous, les Européens, nous avons construit le satellite Planck, dont je parle dans le livre. Ça a été construit en grande partie à Orsay, d'ailleurs, en France en particulier. Vous avez été impliqué dans le... J'ai été très impliqué. Et ce satellite Planck nous a permis de mesurer l'origine de l'univers avec une précision qu'on n'a jamais atteint auparavant. On connaît ce qui se passe 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang. On connaît l'âge de l'univers à une fraction de pourcent près. Voilà, c'est assez formidable. Mais pour faire ces grandes manips spatiales, j'ai découvert les sciences de... Enfin, je n'ai pas découvert les sciences de gestion, j'ai découvert l'absence de connaissances en sciences de gestion de moi-même et de mes collègues. Parce que gérer 500 scientifiques de haut niveau qui ont tous un ego et une vision de leur domaine, c'est pas très simple. Et gérer tout ce petit monde, et puis tous les ingénieurs, les techniciens, les industriels, c'est très compliqué. Là, je suis dans une manip spatiale qui s'appelle Euclide, qui va être lancée en 2022. Et on est à peu près 2000 scientifiques désormais. Et les problèmes auxquels on a à faire face quotidiennement, c'est des problèmes d'interface entre les collègues de par l'Europe et les États-Unis, puisque ce sont les pays contributeurs principaux. Comment on gère les flux de données, comment on gère les gens. Et alors, on avait discuté auparavant tous les deux hors antenne. Nous, les scientifiques, j'estime qu'on n'est pas du tout formés, en tout cas moi, pas du tout formés à la gestion des gens et des gros systèmes de tels systèmes, et on navigue un peu à vue. Et donc je trouve qu'il y a un décalage entre la pertinence, j'imagine, des sciences de gestion et de la recherche qui est faite actuellement, dont j'ignore tout, et sur le terrain, fût-il académique et spatial, des techniques, j'imagine, antédiluviennes de gestion que l'on pratique. Et donc il y a un peu cet écart, cette perméabilité entre différents champs de la connaissance qui sont encore trop perméables à mon goût. Mais après, c'est difficile d'être spécialiste en sciences de gestion, en origine de l'univers, en spatial. On est d'accord, et c'était précisément le motif de mon invitation. C'était de faire davantage connaissance et de faire se rencontrer les sciences de gestion et les sciences physiques. Qu'est-ce qu'elles ont ? Qu'est-ce qu'on pourrait, nous, avoir à apprendre de vous ? Alors là, c'est une colle. Peut-être des pratiques... Parce que vous nous fascinez, oui. Hein. Nous on est toujours à la recherche de la scientificité, parce que nous on est des techniciens, donc on a les mains dans le cambouis, et vous avez la tête dans les étoiles. Alors nous ça nous fascine, on se dit voilà, ça c'est de la vraie science. C'est quoi de la vraie science ? La vraie science, c'est quand même fait par des femmes et des hommes, et donc, même si on a une dans l'ouvrage, méthodologie... vous dites c'est une aventure. C'est une aventure humaine. J'ai insisté dans le livre sur l'aventure humaine, parce que c'est à la fois les joies et les limites de tout processus sont humains à la fin, même si nos détecteurs sont les plus sensibles et qui ne détectent pas tout, et qu'il y a du bruit, etc. La vraie science, c'est une démarche absolument rigide, mais formidable. C'est une exigence de technicité, de résultats, de procédures. Mais quand on bute sur l'humain, les failles sont connues dans les systèmes, ce sont les humains, et ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est par, au contraire, trop de joie, d'excitation ou trop d'abattement. Nos procédures humaines, on a beau être rationnel, etc., sont vraiment limitantes. Quand vous avez 500 personnes, que tout le monde veut faire la même chose, et que tout le monde a un avis très précis sur une question, et puis évidemment chacun diverge, là on a des limitations. Donc peut-être ce qu'on peut apporter, outre peut-être la démarche, mais les sciences humaines et peut-être les sciences dites dures sont peut-être pas complètement identiques. C'est plutôt la manière de faire de la science par des sciences dures
quelles sont les limitations d'oser humaines. Imaginer. Oui, alors effectivement, d'imaginer ça, c'est mon quotidien, mais voir l'aspect peut-être sociologique, humain. Je crois qu'il y a des travaux qui ont été faits il y a quelques années ou quelques décennies sur les physiciens des particules, parce que c'est un petit peu eux qui ont inventé les grandes collaborations. C'est le LHC, les grands accélérateurs de particules, où ici il y a 2 ou 3 000 co-auteurs. Donc ils ont trouvé des modes de gestion qui sont apparemment un peu plus efficaces que ce qu'on redécouvre nous en astrophysique. Néanmoins, je crois qu'il y a beaucoup à faire des deux côtés et tisser plus de ponts. Et des conséquences étonnantes parfois. Vous nous dites par exemple qu'il faut baisser la lumière dans les rues. Voilà, pour redécouvrir, il y a un véritable éclairage. Alors là, exactement, là c'est plus de la gestion, disons, citoyenne. Oui. On s'est rendu compte que dans nos pays industrialisés, même pas que d'ailleurs, hein, je crois qu'il y a typiquement 90% de la population mondiale qui vit dans des villes ou autour de villes, et donc qui n'ont plus accès aux étoiles avec leurs yeux. C'est-à-dire que les villes sont tellement illuminées, on appelle la lumière anthropique ou pollution lumineuse, que l'humain perd le contact avec les étoiles. Alors, on arrive à voir la Lune, parfois une planète, etc., et ne plus voir la Voie lactée et ne plus voir les étoiles, c'est une sorte de coupe par rapport au monde qui nous entoure. On se détache de la nature qui nous entoure. On se détache aussi des possibilités de réflexion, parce qu'on a tous peut-être vu un ciel étoilé dans notre jeunesse, etc., qui nous a complètement fascinés. Et donc se couper de ça, c'est une manière de se dénaturer et puis peut-être de brider la réflexion qu'on peut avoir. Et donc l'idée non pas forcément d'éteindre les lumières, mais en tout cas d'avoir une utilisation raisonnée des lumières anthropiques la nuit, outre le fait que ça diminue les factures, ça permet aussi de renouer peut-être avec nos origines, sans parler aussi des écosystèmes, etc., qui ont besoin aussi d'une vraie nuit noire, mais avec nos yeux. Les mains dans le cambouis, la tête dans les étoiles. J'aime beaucoup ma formule. Merci Hervé Doll. Au revoir.